Claude pour cette introduction. Je tiens à vous remercier pour cette présentation, puisque pour nous, on passe de quelque chose qui n'était pas clair, une instance qui n'était pas claire, vers une instance à travers cette présentation qui est claire, qui a des objectifs bien précis. On a parlé des datas. C'est très important pour nous, puisque à travers les datas, il y a aussi des registres à l'hôpital pour avoir et exploiter ces données, pour réaliser des publications scientifiques, mais derrière aussi pour constituer un logbook pour les jeunes chirurgiens. Le logbook, je vous invite à être là demain pour discuter avec nous de ce logbook, de l'importance du logbook, mais aussi de la dernière publication scientifique qui a été publiée dans le journal de chirurgie viscérale récemment par le CNJC concernant la simulation et le logbook, bien évidemment. Puisqu'on a parlé des data, de la science des données, c'est très important de savoir comment faut-il former ce jeune chirurgien. Faut-il former ce jeune chirurgien? On aura cette réponse avec la personne qui a marqué son nom autour de la chirurgie 4.0, autour de la personne qui a accompagné les associations chirurgicales, des jeunes chirurgiens d'ailleurs comme les autres, comme Albert-Claude Benamou et comme Hubert Joannet, le président actuel de l'Académie de chirurgie aussi, Olivier Jardet et les autres membres de l'Académie de chirurgie, du bureau de l'Académie de chirurgie, et celui qui a su accompagner l'innovation chirurgicale au niveau national et discuter en transgénérationnel avec les différentes générations qui souhaitent mettre en place ces innovations. On va accueillir le président de la commission d'innovation de l'Académie de chirurgie, Jean-Claude Cofinal. À vous. Oui, bonjour à tous. C'est véritablement voilà, une très belle introduction et je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup d'émotions parce que, je veux dire, c'est à cause de Xavier Pouliquen. Je dois dire un tout petit mot avant de commencer. Xavier, voilà, pas très content, mais je veux dire, il m'a formé en tant qu'interne et surtout, il m'a permis d'installer à l'hôpital d'Argenteuil un service de spécialité, de chirurgie thoracique et vasculaire. C'est une école de célioscopie qui était renommée et je veux dire que cette idée de l'innovation, on l'a poursuivie puisque, en terminant il y a quelques années, dans un hôpital général pour la chirurgie des tissus mous, il y avait deux robots chirurgicaux, ce qui était quand même assez exceptionnel pour un hôpital général. Alors, pour revenir à mon sujet, voilà, ce que je voudrais présenter, c'est le Surgical Data Science, ce n'est pas véritablement les data, c'est tout l'écosystème, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui va gérer et transformer la chirurgie. Et ce que je voudrais vous présenter, c'est cet écosystème, ce qui change dans cet écosystème. Parce qu'on est là en train de dire, il y a l'intelligence artificielle, il y a ceci, il y a cela. Euh, Ça se transforme en permanence. Et je veux dire, on ne voit pas véritablement ces transformations. Et là, je crois avoir perçu le fait qu'il y a encore une transformation beaucoup plus importante qui est en train de se passer. Et c'est dans ce milieu-là que les jeunes sont immergés et dans lequel ils doivent effectivement d'abord se repérer et avoir des formations tout à fait particulières. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, cette science, Surgical Data Science, a été imaginée et créée et développée par des scientifiques. Et à partir de 1980, ils étaient très en avance. La robotique commençait, mais surtout, ils avaient une vision du numérique pour l'ensemble de ces disciplines médicales qui aboutiront à ce qu'on peut faire aujourd'hui, la médecine 5P, et qui était vraiment une anticipation importante. Et on l'a vu se créer progressivement sous nos yeux. Ah, alors, j'en ai passé une. Voilà. Pour faire très simple, c'est pour notre vocabulaire. Quand on parle chirurgie 1, 0, 2 0, 3 0, 4 0, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la chirurgie 1 0, c'est la chirurgie ouverte, classique. La chirurgie 2, 2 0, c'est l'introduction de la célioscopie, mais aussi de la robotique. C'est cette transition dans laquelle on a été éloigné du patient. Mais la chirurgie 4.0, c'est l'apparition de la connexion de tous les instruments, de tout, véritablement de tout l'écosystème autour du bloc opératoire.
On voit simplement par ces petites images qui viennent justement de ce site sur le Digital enfin, Surgery qu'on a énormément de connexions, énormément d'éléments qui sont ensemble. Il y avait un élément que je voulais souligner, c'est l'état des lieux. C'est qu'on sait à peu près la répartition, on l'a fait dans un rapport actuellement sur des actes qui devraient être faits en mini-invasif. On sait qu'il reste 30% de chirurgie euh, ouverte, c'est-à-dire qui pourrait être fait en chirurgie mini-invasif. On voit le rapport entre la célioscopie et la robotique. Le taux de robotique va augmenter, il augmente, mais la célioscopie, ce sont les célioscopistes qui passent à la robotique et finalement, le plafond de verre de la chirurgie ouverte n'est pas, voilà, n'est pas, ne peut pas être dépassé sans qu'il y ait une augmentation de la robotique. Et on s'aperçoit quand on prend le temps d'analyser ce qui est la robotique connectée que très rapidement, vous voyez, il y a 0,8%, c'est dès que les robots et les services qui sont en train de se robotiser intègrent beaucoup toutes les solutions numériques, puisque enfin 0,8%, ça fait 10% de trucs. Alors, le Surgical Data Science, qu'est-ce que c'est? Ça a des objectifs. Les objectifs, c'était effectivement de personnaliser les interventions, c'est toute la médecine 5P, d'améliorer la précision, tout ça, vous le savez, mais des éléments plus importants qui est l'aide à la prise à la décision, d'établir aussi des prévisions et de produire de la connaissance médicale. Et je crois que c'est un des éléments le plus important dans la transformation de l'écosystème, c'est qu'on est en train de basculer avec une recherche clinique conventionnelle à une recherche clinique qui va se faire en temps réel avec les codages, avec les logbooks dont on a parlé, et dans lequel la science médicale, je veux dire, et l'évaluation de nos pratiques et l'évaluation de nos outils et l'évaluation des innovations va se faire de manière spontanée. Mais il y a une chose qui est beaucoup plus importante, je crois qu'en parlait Hubert Johannes ce matin, on pense qu'on a 10 ou 12% de personnes, enfin d'opérateurs qui interviennent dans la recherche clinique. Et je veux dire que maintenant, je veux dire, on a vraisemblablement tous les opérateurs vont être mis au centre du jeu pour la recherche clinique. Les moyens, on en a tous parlé ce matin, on les a évoqués, donc je pense que ce n'est pas le fond du problème. Alors, je voulais parler de ce changement d'écosystème qui est en train de se produire. On a bien développé à Chirurgie 4.0 l'année dernière, ou dans nos concepts, l'histoire de la boucle digitale. On la comprend bien. C'est la partie de base sur laquelle se construit cette nouvelle organisation digitale, hein, avec le patient, on voit sur lequel on recueille ses données, donc on peut faire un peu son jumeau numérique si on veut. Et puis, on voit à côté connaissances antérieures et modèles dans cette phase-là, mais je veux dire que pour l'instant, ça reste très local. Cette boucle qui est en train, on voit les disciplines chirurgicales à côté, on surveille le fait que ces disciplines rentrent dans cette boucle numérique. Euh, il y a très peu de références, je veux dire, aux connaissances antérieures, et il y a très peu de création de modèles. Je veux dire, là, on est véritablement dans le schéma traditionnel. Alors, effectivement, la planification a commencé à prendre sa place, mais c'est une planification locale. Je veux dire, elle ne fait pas appel à des ressources ou très peu en temps réel, je veux dire, à des éléments qui peuvent venir l'enrichir, hein. La décision, le système de guidage, les robots, bon, tout ça existe, mais là aussi, on a très peu d'interactions en opératoire dans ce système actuel. Alors, qu'est-ce que c'est que la chirurgie de 4.0? C'est le système précédent qui est la base véritablement du système, mais qui est ouvert. C'est-à-dire que c'est un système qui va se connecter avec le cloud, avec les entrepôts de données que vous connaissez qui se développent, et surtout d'avoir une connexion avec les datas populationnelles et bien sûr des services, peut-être en temps réel, en opératoire ou lorsqu'on fait les planifications, et surtout un élément très important, des actions collaboratives des opérateurs, et ceci, je veux dire,
en temps réel en même temps que les codages. Je pense que ceci est excessivement important. C'est véritablement là la grande transformation de l'écosystème. Alors, ce schéma qui est donné par Surgical Data Science, il reprend, je veux dire, mais c'est le schéma de ces chercheurs. On voit très bien la perception dans laquelle c'est plutôt autour du patient pour chacun. Euh, L'interprétation, je veux dire, ne peut se faire qu'en contact avec la connaissance qui est en dessous. Il y a tous les moyens, toutes les ressources qui sont à côté sur le côté droit, mais vient le cœur, l'élément central, cette espèce de réacteur qu'ils ont mis au milieu, c'est l'élément excessivement important. C'est-à-dire qu'en temps réel, ce système est connecté avec, je veux dire, les connaissances antérieures, c'est-à-dire toutes les bases de données. Et là, je veux dire, on peut avoir véritablement une actualisation. On va avoir en temps réel la comparaison du jumeau numérique du patient avec le jumeau numérique populationnel ou, je veux dire, d'un groupe, d'un modèle qui a travaillé sur le sujet. Donc, on pourra, lors de la planification, véritablement transformer, je veux dire, avancer à chaque fois dans les indications opératoires, dans le geste, et on va s'enrichir. C'est une boucle vertueuse. Et l'élément très important, je reviendrai dessus juste après, je pense, euh, c'est c'est l'apprentissage fédéré. Ça va à une vitesse folle. C'est parti il y a 3 ou 4 ans. C'est rentré dans la recherche et dans la recherche applicative pour les molécules, pour trouver des nouvelles molécules, etc. Il y a des grands consortiums qui se sont faits. Au milieu se trouve l'INRIA, mais la Poste, mais le, beaucoup de grands laboratoires et on a déjà des résultats excessivement importants par cet apprentissage fédéré. Un point qui est important, pour revenir à ce que disait François Richard, dans cette nouvelle, on a une chance dans cette transformation, c'est qu'on revient à l'acte. L'acte doit être pur, c'est ce qu'il dit, on doit absolument enlever toutes les assimilations, mais toute la richesse à la fois de la connaissance et de la recherche clinique part du codage. Elle va partir de l'acte. Et les couches pertinentes des analyses s'empilent autour de l'acte. Mais l'acte est au cœur. Donc je pense qu'on a une chance par ce codage euh, et le système de santé que l'on a parce que, je le disais, tous les opérateurs vont revenir au centre du jeu. Ils redeviennent tous acteurs de leur métier et à un niveau très important, parce que ce codage va permettre de faire les évaluations des innovations, des produits, des techniques et en plus, je veux dire, sur le plan réglementaire, le suivi du MDR européen, le suivi de tous euh, les devices pendant tout leur cycle de vie. Donc, je veux dire qu'on revient véritablement au sens de au centre de la connaissance médicale. Et je pense que c'est là la croisade du HCN et de l'Académie de chirurgie et des jeunes chirurgiens de dire, allez, les registres, allez, il faut que ceci se fasse, c'est en train de se faire, et il faut que ça soit suffisamment pur pour être chaîné avec le système national des données de santé, ce qui me semble excessivement important. Alors, l'apprentissage fédéré très vite, on va aller vite, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que simplement, vous travaillez sur un sujet chez vous avec un registre et vous faites un groupe, et ce groupe, euh, il va travailler avec de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage sur le sujet. Et qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, on a un problème, on sait que la recherche est arrêtée parce qu'on a des problèmes d'anonymat, on a le problème des RGPD, etc., etc. Là, il n'y a pas de problème. C'est l'algorithme qui se balade, le modèle qui se balade, on ne sort aucune donnée des centres, on récupère, je veux dire, de manière centralisée, mais ça peut être une centralisation virtuelle avec une organisation en blockchain pour qu'il y ait toutes les autorisations qui se fassent, et ce modèle, soit vous le conservez pour faire une étude, soit vous pouvez le remettre puisqu'il aura été fait de manière anonyme, etc. Une fois validé, vous le remettez comme un produit qui est à la disposition de tout le monde. Donc je crois que c'est excessivement important et je pense que c'est une transformation, c'est vraiment une révolution dans la formation et dans l'acquisition des connaissances
de nos connaissances. Alors rapidement, nos jeunes, dans quoi il y a des datas? Il y a l'infrastructure, il y a la création d'algorithmes d'innovation de santé et il y a qu'est-ce qui se passe au bloc opératoire. Donc, je vais aller très vite, mais ça, il y a un mot à dire. Je veux dire, vous voyez, il y a un rapprochement entre les DSIH et la filière du génie biomédical. C'est complètement évident que ça ne doit absolument pas être séparé. Et il y a une place très importante, montante et numérique des ingénieurs biomédicaux qui transforment la formation dans leurs écoles. Et je voulais dire ici simplement, j'ai mis BOSS, BO et Smart Surgical Board. Il est indispensable, et c'est en train de se faire, que le data center de l'environnement numérique du bloc opératoire soit séparé du data center général hospitalier. Voilà. Donc, oui, d'accord. Alors, voilà la conclusion. Quand on regarde l'opérateur dans l'écosystème de la chirurgie 4.0, on verra ce schéma. On voit que où c'est en rouge, c'est qu'ils ont besoin d'acquérir absolument la compréhension des datas et de faire des formations sur les datas. Et ce qui est en vert, et on voit que c'est très largement répandu, c'est toutes les formations pratiques qu'ils doivent faire autour de cet écosystème, c'est-à-dire à peu près dans tout ce qui se passe dans le bloc opératoire, en sachant que sur les 26 éléments que j'ai identifiés, 22 n'existaient pas il y a quelques années, il y a même peut-être 3 ans ou 4 ans. Avant de passer la parole à Carole Matelin, qui va conclure cette. Après, il y aura encore la lecture de Philippe Marr. Je voudrais juste remercier Jean-Claude Coufinal qui apporte à l'Académie de chirurgie une acculturation à toute cette problématique de la transformation digitale qu'il va falloir justement transmettre à tous. Et on voit bien le chemin qu'il y a à parcourir pour un grand nombre d'entre nous. Une bonne partie de ce que tu dis, peu de gens en sont conscients. Et il faut absolument que ça devienne le processus d'acculturation générique pour tous, et en particulier pour les plus jeunes, mais également pour ceux qui sont actuellement en fonctionnement. Et je crois que, par exemple, ce que tu dis sur les apprentissages fédérés, c'est complètement, on ne peut pas échapper à ça. Et le smart, le boss, ben voilà, c'est des termes sur lesquels je crois que si tu interroges la plupart des collègues, ils vont te dire je sais pas je sais pas ce dont tu parles. Et donc il va falloir qu'on y travaille parce que c'est cette transformation-là qui passe par peut-être, et comme par hasard, on a commencé le début de la matinée avec Bruno Bonnel qui nous parle compétences, métiers d'avenir. Et là, on est sur, effectivement, où sont les compétences à acquérir? Mais c'est ce dont tu parles et ce dont on va devoir mettre en place avec l'ensemble des universitaires, avec les facultés de médecine et avec les écoles de chirurgie. Voilà, je crois que c'est extraordinaire parce qu'on assiste à un moment, peut-être, mon cher Jean-Luc, monsieur le conseiller, on assiste à un moment transformant, vraiment une vraie révolution culturelle.